Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Journal du Fight, le JDF, émission où vous retrouvez l'actualité du MMA et de la Bulgarien Top Team. J'ai le plaisir, l'honneur et le privilège de présenter ce podcast avec son manager, Guillaume Pelletier. Guillaume, comment ça va? Super bien, Kevin, merci beaucoup. Merci à tous qui nous suivent. C'est reparti, les gars. Nouvelle vidéo, nouveau sujet à traiter. On y va, let's go. Eh bien, on va rentrer dans le vif du sujet. Événement qui s'est passé hier soir, le Cage Warrior, 153, avec la victoire de Morgan Charrière. Donc, Ouais, grosse victoire. Grosse victoire, un grand endpound assez sale. Franchement, c'était terrible à voir. Effectivement. C'est quoi, j'ai rarement vu des grands endpounds aussi dévastateurs qui obligent l'arrêt d'un arbitre. À travers ce grand endpound de Morgan Charrière, je crois qu'il y avait environ 2 ans et demi de frustration dans ce grand endpound depuis la défaite contre Vucenic, enfin depuis le vol, pardon, je devrais dire, contre Vucenic. On a senti qu'il y avait 2 ans et demi de frustration à travers ce grand endpound. Donc le mec en face était là au mauvais endroit, au mauvais moment, et c'est lui qui l'a mangé, quoi. Mais on a senti une vraie volonté de faire mal et de détruire. C'est ce qu'il m'avait dit en privé au téléphone, Morgan. Il m'avait dit d'être à l'affût et de ne pas louper une seule seconde du combat. Donc je suis arrivé bientôt et j'ai bien fait de le faire parce que ça s'est terminé donc rapidement avec un doctor stoppage en fin de première reprise. Et pourtant, il était au début, c'était un triangle ou c'était une sorte de guillotine. Enfin, il était bloqué au début. On voyait que c'était pas gagné. Et vraiment de l'avoir vu se sortir de ce bourbier et remonter en position et frapper. Enfin, ça a fait plaisir ce retournement de situation. Début de combat très très difficile pour Morgan. Qui commet une petite erreur. Son adversaire tout de suite prend le dos et depuis le dos, il enchaîne avec un triangle. Enfin, ça a été compliqué après. Pour connaître bien Morgan, je sentais qu'il n'était pas en panique. Je sentais qu'il était là, lucide. Je crois qu'il attendait surtout l'opportunité pour sortir du triangle et derrière exploser, quoi. On a senti beaucoup de rage. On a senti beaucoup de frustration dans son grand endpound. Tu vois, il avait vraiment envie de faire très très mal. Et c'est une superbe victoire. On a oublié de noter qu'en face, on avait quand même un adversaire qui était à 18-4. Ouais. Quand même, attention le monsieur, quoi. Ceinture noire de JJB. En face, c'était du solide, les gars. C'était vraiment du solide. Et là, Morgan Charrière, donc 17 victoires, 9 défaites. C'est la 5e victoire au Cage Warrior. Enfin, clairement, Morgan, c'est le visage français du Cage Warrior. Au-delà même, Kevin, d'être le visage français du Cage Warriors, aujourd'hui, et même les commentateurs l'ont dit hier, c'est la superstar du Cage Warriors. C'est clairement le visage tout court du Cage Warriors, la superstar. Et pour te reprendre un petit peu, effectivement, il est à 17-9, mais tu sais que réellement, il devrait être à 18-9. En fait, les réseaux Tapology et Sherdog le privent d'une victoire qui a eu lieu en Chine sur un événement en collaboration avec Hatch. Donc, c'est un événement dans lequel a gagné Morgan. Tout était OK, nickel. Jusqu'à l'année dernière, en septembre 2022, j'ai le mec de Sherdog qui vient me voir après le combat de Benoît Saint-Denis à l'UFC et qui me dit « Guillaume, on a un problème. On a reçu un mail anonyme comme quoi les règles ce soir-là du combat ne remplissaient pas comment dirais-je, les règles habituelles du MMA et que le combat de Morgan, on va être obligé de le transformer en espèce d'exhibition, en fait, tu vois. Donc aujourd'hui, en fait, il apparaît plus dans le record professionnel de Morgan. Pourtant, il a bien une victoire supplémentaire. Et je peux même te dire que du coup, c'est le même cas de figure pour Saladin Parnasse qui était lui aussi sur la fight card ce jour-là, tu vois. Donc Morgan, effectivement, apparaît à 17-9 aujourd'hui, mais il devrait être à 18-9. D'accord. Et on a aussi un autre combattant, Benoît Blanc, qui a gagné. Alors, moi, je pouvais suivre les stories sur tes réseaux. Il y a eu un petit calcul là. Il me semble qu'il a gagné 2 fois le combat. Alors, je vais t'expliquer. Explique-nous, on t'écoute. Sincèrement, c'est très étrange. Tu sais, moi, je ne suis pas de ce style à crier au complot ou à la corruption, tu vois.
mais c'est vraiment très étrange. Alors, sans être partisan, comment dirais-je, d'un côté ou de l'autre, je vais essayer de t'expliquer de la façon la plus neutre ce qui s'est passé. Benoît Blanc prend le dos de son adversaire. Il travaille tranquillement, il place un étranglement arrière, ça dure pas mal, ça se bataille pas mal, et à un moment, effectivement, en face, ça tape. L'arbitre arrête le combat, donc le mec en face est un peu surpris parce qu'il dit qu'il n'a pas trop tapé, machin. Benoît Blanc, il se lève, il y a un moment de flottement parce qu'il ne comprend pas trop ce qui se passe, et l'arbitre regarde l'adversaire de Benoît et lui dit mais t'as tapé ou pas? Le mec dit non, j'ai pas tapé. Et là, l'arbitre nous fait bon, bah, même position, alors on reprend. Tu vois, à ce niveau-là, c'est juste impossible, tu sais. Et j'en ai même fait la remarque à Benoît, il aurait dû refuser de reprendre le combat, sincèrement. Après, il m'a expliqué que dans l'adrénaline, tu vois, dans le move, en fait, il a repris, en fait, tu vois. Mais comment est-ce qu'un arbitre peut arrêter un combat à ce niveau-là, en direct sur l'UFC Fight Pass, et finalement décider de le reprendre? Tu vois, c'est une dinguerie, tu vois. Donc, effectivement, j'en rigolais dans mes stories parce que Benoît resoumet encore le mec 1 minute plus tard, tu vois. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que ça va être totalisé comme étant une victoire ou deux, quoi. En tout cas, il se positionne avec 6 victoires et 2 défaites. Donc, on peut le voir évoluer au Cage Warrior, Benoît. J'ai vu qu'il avait navigué dans plusieurs organisations. Tout à Là, fait, mais c'est un combattant du Cage Warriors à l'heure actuelle. Il est en contrat avec le Cage Warriors. À noter en plus que Benoît, qui est pas très populaire sur les réseaux, parce que voilà, il se sert pas beaucoup de ses réseaux. C'est un jeune père de famille, donc aujourd'hui, il a d'autres choses à faire. Mais ça va lui faire du bien, cette victoire. Il a été cité dans beaucoup d'émissions, dans beaucoup de podcasts. Il a été cité aussi, il a été mis à l'affiche sur RMC Sport, sur le live Twitch. Donc c'est une victoire qui va lui faire du bien. C'est quelqu'un de très talentueux. Il manquait juste un petit peu de lumière. Aujourd'hui, la lumière est posée sur lui et il le mérite et j'en suis très content. Voilà. Eh ben, c'est super. On va fermer ce chapitre Cage Warrior, à part si tu as quelque chose à rajouter, Guillaume. Euh, J'ai un truc à rajouter, c'est que je t'ai Ouais. fait un mix. Je t'ai dit tout à l'heure dans une phrase, il a totalisé, je crois. En fait, je t'ai fait un mix de totaliser et comptabiliser, en fait. Donc, c'est un Ouais. nouveau mot, si tu as envie de le noter quelque part, voilà. C'est cadeau. Ne me Ok. remercie pas. Merci pour ce champ lexical. On va passer à Kingdom MMA, nouvelle organisation sur le sol française. Ça va se dérouler à Grenoble le 10 juin. On a l'affiche et le poster qui sont sortis. On a le premier teaser aussi. Voilà, ça sera à la patinoire. La billetterie, c'est en description si vous voulez. C'est dispo. Il y a Bigfoot Silva, la légende de l'UFC, qui affronte. Si tu peux à chaque fois me rappeler le nom, j'oublie toujours le nom de Salim. Non, regarde, on Sal. va faire très simple. Son nickname, c'est Bison. Donc, à Ouais, partir voilà, d'aujourd'hui, c'est tu dis Bison. Bison, tu te casses pas la Ouais, tête. Voilà. Bison qui va affronter Bison. Voilà. Donc, gros prospect chez les poids lourds en France. Ouais. Là, la carte, il y a aussi Hassan Animal. Euh, Bah, un- écoute, la carte, je peux t'en parler un petit peu. Je vais te donner Allez, l'exclusivité. Elle n'est pas du tout sortie encore sur aucun réseau. D'ailleurs, je pourrais te donner, si tu veux, maintenant la nouvelle affiche générale. On a rajouté des combats dessus. Tu sais, il manquait aussi les sponsors, machin, etc. Tu vois, aujourd'hui, tout est définitif et je te l'enverrai si tu veux la mettre dans le journal du fight. Écoute, je vais te donner quelques exclus. Donc, effectivement, on a Bison, qui est un très gros prospect français, qui est 5-1 sur 5 victoires consécutives. Et on sait comme ça peut aller vite chez les poids lourds. Attention, Bison, c'est à surveiller de très, très près, les gars. Ça peut aller extrêmement vite. Donc, il va affronter Bigfoot Silva, la légende Bigfoot Silva. Donc, je pense que les mauvaises langues euh, pourront dire que voilà, Bigfoot est plus tout jeune, que voilà, etc. Il sort de plusieurs défaites. Alors, il y a un côté un peu vrai, effectivement, c'est plus le Bigfoot de l'époque. Et si c'était encore le Bigfoot de l'époque, de toute façon, il serait encore à l'UFC, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, évidemment, il a pris de l'âge, mais ça reste Bigfoot. C'est une légende du sport. C'est un peu comme si on devait recevoir Fedor Emelianenko à combattre sur l'événement. C'est quelque chose d'exceptionnel. Et je suis extrêmement content et ça m'excite beaucoup de voir son prochain combat. D'ailleurs, toi, Kevin, c'est moi qui vais te poser la question. On va changer un petit peu les rôles là.
le fait de venir ce soir-là et de voir Bigfoot en direct live combattre devant toi. Est-ce que tu trouves que c'est cool? Ah oui, oui, c'est cool et c'est historique. Et en plus, j'ai eu l'information qu'il allait peut-être avoir des séances de dédicace aussi, peut-être avant combat. Enfin voilà, il y aura la possibilité pour nous, les fans, de l'approcher, de faire des photos, d'échanger. Donc ça, c'est encore plus cool. Mais le fait d'assister à un de ces combats dans sa carrière, ben voilà, ça sera des beaux souvenirs à raconter. Et en plus, ben, il y a aussi Bison en face qui, lui, est dans la phase montée de sa carrière. Donc, on verra là où il ira, mais ça sera beau d'avoir vu cette opposition. Et je pense que même si Bigfoot, voilà, il est plus à son niveau, ça reste quand même Absolument. c'est quand même quelqu'un qui régresse pas. Je parle au point de vue des compétences. Alors peut-être il a plus le menton qu'il a à l'époque, mais au niveau du style, tu vois, et de toutes les connaissances qu'il a, que ça soit debout et au sol, ça on peut pas lui enlever. On l'a vu dans son combat contre Rouskov, où en fait il sentait qu'il y avait beaucoup de danger debout, donc du coup il est parti le coller un petit peu en lutte. Et malgré la puissance de Rouskov, c'est impossible de le retourner, Bigfoot. Hein. C'est encore très 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 puissant. C'est quelqu'un d'aussi très expérimenté, très malin. Donc du coup, il sait se positionner. Enfin, tu vois, voilà, il y a l'expérience de toute façon, quoi qu'il arrive, qui parle en sa faveur. Donc pour répondre un petit peu à ce que tu disais, effectivement, on va organiser donc du coup la veille une conférence de presse. À la suite de la conférence de presse, il y aura éventuellement aussi possibilité de signer des autographes ou de faire des photos avec Bigfoot. Enfin, voilà, on va faire un truc très sympa. En co-main event, on a Malik Merad qui fait son retour. C'est un peu le précurseur du MMA à Lyon. C'est voilà, c'est le plus gros nom lyonnais. On est très content de l'avoir. Malik, c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde en termes de combat de MMA. C'est quelqu'un qui a plus de 40 combats. Il était notamment numéro 1 au classement ACA en Russie et on sait à quel point c'est dur là-bas. Donc voilà, c'est du très très haut niveau et ça c'est cool. On a 2 combattants locaux poids lourds et c'est original parce qu'en fait on a toutes les difficultés à organiser des combats poids lourds en France. Et là pour le coup sur la même carte, on a 4 combats de poids lourds, c'est une dinguerie. Donc du coup on a le local lyonnais Tamerlan Albiekov qui va affronter Nicolas Djurdjevic. On a un combat chez les féminines. On a un combat de prospect français entre Jérémy Cochet de Lyon et Noah Gugnon. On a Grégory Vamitan qui va combattre de Lyon également. Lamine Séné de Lyon qui va prendre le Marseillais Hassan Rahat, que tu dois connaître très certainement. Voilà. Attends, j'ai oublié sur les réseaux comment il s'appelle. Peut-être que les gens le connaissent plus par rapport à son Insta. Ah, je ne sais plus comment il s'appelle sur les réseaux. Attends, tiens, si tu arrives à me laisser une seconde, peut-être que je te le retrouve. Assou, Captain Crochet. Assou, ouais. Voilà. Okay. Assou qui va combattre contre Lamine Quelle catégorie? En poids lourd. Ah, en poids lourd, d'accord, ok. Ouais, en poids lourd. On a Nikita Leshukov qui a fait forte impression avec ses coups de pierre tournés, sa belle victoire en Bulgarie, qui va affronter encore un Marseillais en la personne de Sofiane Belaïd. On a, ça c'est l'exclu, et j'en suis très fier, Mazri Amar qui va faire son premier combat professionnel. Donc Mazri Amar, il s'est mis la lumière sur lui en remportant les championnats d'Europe IMAF. Premier combat professionnel pour lui, et ça c'est très cool. On a Mohamed Fati, lyonnais, qui va affronter un Marseillais. Et derrière, Arnaud Muller de Chambéry face à Teddy Sanson, alias Hassan l'Animal de Nantes. Donc ouais, belle fight card, j'en suis très content. Comme quoi, en prenant que des combattants français ou presque, on peut faire de jolies fight cards. Il y a surtout du très très beau niveau et du très très lourd en France. Donc voilà, plutôt que de faire venir des étrangers, on a décidé de faire appel aux combattants bleu, blanc, rouge et c'est très cool. C'est une belle fight card. C'est cool, hein. Franchement, je disais pour un premier événement, au niveau de la communication, le main event, ainsi que tous les noms que tu viens d'évoquer, franchement, les autres orgas, elles n'ont pas à rougir, quoi, tu vois. Donc, ça fait plaisir, franchement. Non, justement, les autres orgas doivent rougir, justement. Parce que là, pour le coup, Kingdom pose le ton tout de suite. Hein, dès le premier événement, c'est une très, très belle fight card. Hein. Sincèrement, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire.
parce que là, pour le coup, on tape très très fort avec cette fight card, hein, sincèrement. Ouais, voilà, parce que c'est ça qu'il faut dire aussi aux auditeurs, c'est que Guillaume est aux manettes. Hein. Ouais. Voilà, donc ça va être du sale, quoi. Voilà, On attendez-vous à l'espère. des belles oppositions. D'ailleurs, toi, comment ça se passe un peu quand tu as cette responsabilité? Est-ce que déjà c'est la première fois que tu fais ça, euh, de monter des combats, tu vois? Je parle des cartes. Alors, des fight cards, j'en ai fait plusieurs, hein, j'en ai fait sincèrement beaucoup. Le truc, c'est que très rarement, je me mets en avant. Je préfère rester très discret avec ça pour pas qu'on puisse associer mon rôle de manager avec celui de matchmaker et penser que potentiellement il y aura un conflit d'intérêts derrière ça. Donc souvent, quand je le fais, je reste très discret. Or, cette fois-ci, j'hésite pas à me mettre en avant avec l'organisation Kingdom parce que c'est une organisation euh, auquel je crois fortement au projet. Je crois en l'équipe qui est en place et qui organise. Donc du coup, j'hésite pas à les aider. Et si de ma faible personne, enfin de ma petite personne, je peux mettre une petite contribution à l'événement et apporter un petit peu de lumière, j'hésite pas à le faire, quoi. Donc pour répondre à ta question, moi, je m'efforce à devenir totalement neutre lorsque je deviens matchmaker d'un événement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de management. Et si je dois prendre un gars de la BTT, clairement, il va pas être épargné. Tu vois, à l'image de Bison, par exemple, qui prend Bigfoot, c'est pas un combat facile. À l'image de Nikita Leshukov, qui prend Sofiane Belaïd de Marseille, tu le connais, c'est du Ouais, costaud. ouais. À l'image de Noah Gugnon, qui va prendre Jérémy Cochet de Lyon, qui est invaincu. Tu vois, ce sont des combats très durs et c'est très important si tu veux pérenniser un événement, à ce que la fight card soit honnête et donc devenir matchmaker et exclusivement matchmaker lorsque tu fais une carte. Il faut plus du tout penser au côté management parce que sinon tu rentres dans des gros problèmes et on peut le constater. Tu sais, j'ai pas envie de pointer du doigt certains ou certaines, ou, tu vois, mais il y a des orgas, on sent clairement que derrière le matchmaker, il y a un manager parce que parfois tu vois des combats, c'est des dingueries. Hein. Tu vois des mecs à 6-2 qui affrontent des gars à 1-5. Enfin, tu vois des dingueries de ce style-là. Tu vois, ce qui, selon moi, est quelque chose de très malhonnête et je me suis vraiment efforcé à ne pas le faire, quoi. Donc voilà. Ok, bah super. Merci pour cette précision. On va passer L'appréciation. à, à un autre tournoi, enfin une autre organisation, mais c'est un tournoi cette fois-ci, King of Fighter, KOF, MMA, un tournoi qui va avoir lieu le 30 juin. C'est à Rennes, c'est ça, il me semble. Tout à fait. C'est à Rennes, ce sera la Glaze Arena. Très grosse Alors, arena. Guillaume, pourquoi je te parle de ce tournoi? Mais Bon, déjà, pourquoi? ben pourquoi? Ben parce que j'ai vu apparaître des affiches, des beaux posters rouge et noir avec de beaux combattants dessus, tels que Rouskov Domingos. Déjà, ça me fait plaisir de revoir Rouskov en MMA. Là, ça, c'est cool. Et notamment Oumar Sy aussi. À la grande surprise de tout le monde, je pense qu'on a tous été impressionnés de voir cette affiche avec Oumar. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce tournoi? Bien sûr. Alors, j'ai cru comprendre. Je ne suis pas le matchmaker de l'événement, donc du coup, là, je vais parler uniquement avec Ok, les informations que j'ai. Mais avec les infos que j'ai, du coup, on aura 10 combats au total, 5 combats amateurs et 5 combats professionnels, donc sur la carte. Et donc, effectivement, on a été contacté, je dis on, parce qu'en fait, c'est moi et mon équipe, par cette organisation. On a discuté pendant très longtemps et finalement, on se rend compte euh, qu'il y a de très grosses ambitions pour cet orga et il y a de très gros moyens mis à disposition pour cette organisation. Comprendra qui pourra. Euh, et il y a de très gros moyens de mise à disposition. Euh, Clairement, ils veulent faire les choses en grand. Et, euh, et voilà, tu sais, c'est quoi? Regarde, on va arrêter de parler chinois. ouais, Clairement, dans notre travail à nous, c'est l'argent qui dirige tout. Si tu as de l'oseille, tu vas faire un joli show et tu vas avoir les meilleurs combattants. En gros, c'est ça. Tu vois. Donc aujourd'hui, si on retrouve Oumar Sy et Rouskov Domingo sur la carte, c'est qu'il y a des gros moyens. S'il y a des gros moyens, c'est que derrière, ce sont des gens ambitieux. Il y a des gens ambitieux, c'est que ce sont des gens qui veulent s'inscrire sur la durée. Enfin, tu vois, en fait, tous les voyants sont au vert
Et du coup, on est arrivé à un accord et effectivement, on aura bien Oumar Sy et Rouskov Domingos sur la carte du 30 juin au KOF à Rennes. Ok, bon, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas le nom des adversaires. Pas encore, on y travaille. Voilà. On y travaille très sérieusement. Et parenthèse aussi, retrouver Rouskov du coup à l'Europe Beatdown, c'est ça? Tout à fait. Alors, Rouskov, Voilà. déjà, avant le 30 juin, va combattre Voilà. à l'European Beatdown du 26 mai, qui va enchaîner là. Il enchaîne Rouskov là. Ouais. C'est cool Ouais, en c'est tout ce cas. qu'il veut, lui. Il a besoin de ça. Tu sais, il y a des combattants qui ont besoin de passer un maximum de temps dans la cage et surtout pas avoir trop de temps entre deux combats, tu vois. Et Rouskov fait partie de cette catégorie de combattants qui a besoin d'être régulier, en fait. Guillaume, avant qu'on passe au sujet du jour, management, est-ce qu'on revient un petit peu sur l'UFC qui a eu Sergey Pavlovich? Est-ce que tu as vu rapidement le combat? Est-ce que tu connais ce poids lourd russe? Un petit Ah oui, mot. pour le coup. Parce Alors, qu'il combattait pas dans l'organisation où tu avais ton combattant poids lourd dans il combattait l'organisation surtout russe. dans l'organisation dans laquelle j'étais matchmaker pour les Européens, le Fight Nights Global. J'étais matchmaker pour les Européens et c'est d'ailleurs là, alors j'aurais pas dû parce que j'étais pas le matchmaker pour les Américains, mais c'est d'ailleurs à ce moment-là où j'ai signé Tony Johnson, justement, avec qui je travaille toujours au jour d'aujourd'hui. Et on peut le voir sur sa fiche topologie à Sergey Pavlovich. Il est toujours avec sa photo, avec sa ceinture du Fight Nights Global, donc comme quoi il en est très fier. Et donc c'était le champion du Fight Nights. Et on voulait l'affronter avec Tony, mais c'était compliqué. Le Fight Nights ne voulait pas trop organiser ce combat. Mais Sergey Pavlovich, déjà à l'époque, c'était du très très lourd. Alors aujourd'hui, je vais être très honnête avec toi. Sergey Pavlovich a enchaîné un 11-0 au Fight Nights. Et derrière, premier combat à l'UFC, défaite Contre Alistair Overeem. Tout à fait. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est quoi? Circuit russe, aux États-Unis, il a été obligé d'arrêter de charger, direct, défaite. Tu vois. Et finalement, derrière, victoire, et victoire, et victoire, et victoire. Et en fait, je pense qu'il a juste été victime, à l'image d'un Sergei Spivak, tu sais, d'un premier combat en dehors de leur pays, beaucoup de pression, beaucoup d'adrénaline. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais Sergei Spivak, premier combat, il perd son combat extrêmement rapidement à l'UFC. Son premier combat était contre Walt Harris et il le perd en 50 secondes, Sergei Spivak. Ouais, donc très rapide. Voilà, donc je pensais que pour Pavlovich, c'était un problème du fait de ne plus pouvoir se charger, hein, disons les choses très clairement, aux États-Unis. Et il semblerait finalement que c'était un problème plus psychologique de pression, de stress, etc. Tu vois, un peu à l'image d'un Sergei Spivak, comme je viens de t'expliquer. Maintenant, pour être très honnête avec toi, je pourrais rien te dire sur le combat, sur la performance, etc. pour la bonne raison que je n'ai pas regardé le combat. Et j'ai pas envie de te raconter n'importe quoi. Après, c'était expéditif. Hein, c'était voilà, juste on avait reproché à Curtis Blade de ne pas avoir utilisé la lutte parce que on pense que ça peut être une opportunité de battre Sergei. Enfin, du moins, c'est là qu'on ne l'a pas vu encore se faire ramener. Une dernière question sur ce géant russe. Toi, est-ce que tu voudrais le voir face à Cyril Gane à l'UFC Paris? Grave. Ou tu préférais voir Curtis Blade face à Cyril Gane? Toi, dans la logique des choses, vu que tu fais des cartes, vu que tu es manager, tu penses que ça va se diriger quel combat pour Cyril Gane en main event? Même si, j'ouvre une parenthèse, moi j'ai l'espoir et la croyance que ça va peut-être être Manon Fiorot le main event à l'UFC Paris. Tout le monde pense que ça va être Cyril Gane. Tout le monde pense que ça va être Cyril Gane. Moi, je pense qu'au point de vue de la catégorie, et de la possibilité de, tu vois, vu que c'est en France, l'année dernière, ils sont arrivés, ça serait bien qu'on ait la française en tête d'affiche, tu vois. Pourquoi pas, tout à fait. Bah, pour répondre à ta question, moi, le combat que je ferais, si j'étais matchmaker à l'UFC, ce serait Curtis Blade contre Cyril Gane, parce que du coup, les deux viennent d'une défaite. En gros, il faut qu'il y en ait un qui se refasse tout de suite et un autre, clairement, qui va tomber, qui va partir aux oubliettes. C'est ce que je ferais. Et du coup, je garderais Sergei Pavlovich au chaud pour potentiellement affronter John Jones en cas de pull-out de Miocic ou tu vois, quelque chose comme ça, quoi. C'est ce que je ferais moi. Maintenant, c'est compliqué de laisser Sergei Pavlovich comme ça, sans date, sans rien d'officiel.
Et du coup, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un John Jones contre Miocic et de l'autre côté, un Pavlovich Gane à Paris, Moi, qui prendrait tout son sens. pour une ceinture intérimaire, au Tiens, et cas où. pourquoi pas du coup un Curtis Blade contre Sergei Spivak, pour le coup. Ça aurait Ouais, aussi du aussi, sens. hein. Ouais, Ouais. aussi. Donc, mais c'est un combat, moi j'aimerais vraiment le voir, Pavlovich contre Gane. C'est un très très beau combat. Combat de striker. Gane plus rapide, plus léger, plus mobile, mais Pavlovich une brute qui frappe très fort. Et Ça très peut vite. être intéressant. Il Ouais, a, ça peut il a être une intéressant. rapidité Ouais, avec ses points. Moi, c'est ce qui m'impressionne. ouais, mais tu Parce qu'on ne sens que peut pas le c'est comparer. ouais, c'est rapide et lourd. Ouais, Là où Gane, c'est plus rapide et léger, en fait. C'est plus du ouais. jeu à la touche, tu vois. Non, ça serait un joli combat. Très, très, très joli combat. Et aussi obligé de souligner la performance de William Gomis qui a fait un bon combat. C'était difficile parce qu'il prenait un adversaire qui était quand même classé assez loin. Il était 300e, je crois, dans le classement. Mais il arrivait à l'UFC. Il était invaincu. Il y avait une grosse communication des Américains concernant Marshall, c'était. Donc voilà, donc franchement, il a fait le combat qu'il fallait. Je ne cache pas que j'ai eu peur sur la fin parce il a fait comme à l'UFC de Paris en fait. Il était pris dans un étranglement. Bon, il n'a pas tapé. Décidément, ce combattant, il tape pas, mais il fait peur quand même. Voilà, Bah, donc pour c'est. être très honnête avec toi, j'ai pas regardé le combat, pour être très honnête. Mais Hmm, je peux te confirmer qu'effectivement, Francis Marshall était 235e mondial. Donc, ok. du coup voilà, c'était pas non plus, tu vois, comment dirais-je, tu vois, un combat, un fou furieux, tu vois, un gros risque, un gros test, Ouais, tu vois. Malgré que c'était un combattant invaincu, il faut pas l'oublier que le classement mondial est une référence très importante. ouais. Euh, donc voilà, 235 mondial. Donc je pense que c'était un bon test pour William Gomis, qu'il le passe. Et du coup, on a hâte de voir la suite. Et voilà. Super. Merci d'avoir échangé avec moi sur l'UFC. On va passer du coup à si, il restait un sujet sur l'UFC. Il y a eu une petite teasing sur tes réseaux d'ailleurs. Je pense que vous suivez tous Guillaume sur ses réseaux concernant Benoît Saint-Denis. Ouais, Alors, il y a un potentiel retour, il y a une date, il y a quelque chose. il y a un On a pu potentiel voir retour, effectivement. Le toc gros toc toc. problème, ouais, le gros problème, c'est qu'au moment où on se parle, tout de suite, toi et moi, nous avons accepté l'adversaire, nous avons accepté tous les termes, mais depuis 3 jours, nous sommes sans nouvelles de l'adversaire. D'accord. Ok. Donc voilà. Donc s'il accepte le combat, tu seras le premier informé, mais Super. pour l'instant, pas de confirmation. La seule chose que je peux te dire, c'est que ce combat aurait lieu au mois de... Attends, je laisse passer un petit peu de temps, attends, bouge pas. Au mois de juin, voilà. Donc l'UFC London, non? Non, c'est au mois de juillet, je crois, l'UFC London, il me semble. Ah, au mois de juin, c'est pas au Canada, c'est pas Vancouver? Non? C'est partout et nulle part en même temps, quoi. C'est pas nulle part en même temps. Il nous dira rien, il nous dira rien. Bon, en tout cas, restez connectés. L'info, elle Yes. arrive très prochainement. En tout cas, hâte d'avoir la date de retour et surtout de Ouais, revoir notre God of War ouais. Là, pour le national. coup, si ça se fait, je vais quand même te Ouais. donner quelques infos, Kevin, et à nos auditeurs, à nos dizaines et centaines de milliers d'auditeurs. Oui, parce que Euh, c'est surtout pour eux qu'il faut le donner, qui voilà. se donnent cœur et Pour âme. le D'ailleurs, coup, j'en ouais, profite, les gars, likez la vidéo. J'en avais parlé avec toi, Guillaume. Je vais le dire, s'il yes. vous plaît. Il y a pas mal de vues. Il n'y a pas beaucoup de likes. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui disent, ouais, c'est un podcast de qualité. Vous n'avez pas la notoriété que vous méritez. Les gars, si vous mettez des likes, ça permet qu'on Ouais, monte dans l'algorithme du MMA et qu'on pète un peu les scores et qu'on soit plus vu. Donc et qu'on voilà, les fasse plus gars. de vidéos. Voilà, aussi, likez donc les gars pour qu'on monte un peu et aussi pour remercier Guillaume qui vient à chaque fois donner de son temps parce que les gars, il a beaucoup de boulot. Donc voilà, c'est double like pour remercier Guillaume et pour nous C'est faire cool, les gars. avancer dans notre projet. Merci, Kevin. Ouais, bah effectivement, quand vous regardez la vidéo, un petit like dessus, ça coûte rien, ça prend pas de temps. Si vous pouvez faire ça, les gars, ça fait plaisir. Effectivement, plus il y aura d'engouement, plus il y aura de vidéos. Donc, on compte sur vous, les gars. Et merci d'avance. Du coup, pour te répondre un petit peu, ce que je peux te dire sur l'adversaire de Benoît Saint-Denis, s'il accepte, c'est que c'est un combattant invaincu.
Donc là, pour le coup, c'est bien, c'est cool. Et c'est un combattant qui est aux alentours de la 100e place mondiale. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un combat très intéressant dans les chiffres. Donc on espère qu'il va accepter. Voilà, on espère, on attend. Malheureusement, les gars, je suis désolé, je ne peux pas en dire plus, mais vous inquiétez pas, restez connectés. Dès lors que ça signe, vous serez les premiers informés si vous mettez des likes. Super. Et donc, question, sujet du jour concernant le management. Justement, on parlait tout à l'heure de Oumar, qui est un combattant du KSW. Là, il va aller combattre donc, dans ce tournoi. Comment ça se passe un peu au niveau contrat, tout ça? Les combattants, ils sont libres aujourd'hui d'aller combattre là où ils ont envie. Comment ça se passe un peu de ce côté-là? Bah, écoute, tous les contrats sont différents. Tu as plusieurs types de contrats. Tu as le single fight, donc l'unique combat, donc c'est-à-dire que tu signes avec une organisation pour un seul combat, avec des termes particuliers, le nom de l'adversaire, la catégorie de poids, la prime pour laquelle tu combats, effectivement, et évidemment le lieu, la date, etc., etc. Enfin voilà, tu signes en fait tous les détails du combat et point. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le single fight. Après, tu as le multi-fight. Donc là, c'est un contrat que tu signes dans un premier temps qui résume les termes et le nombre de combats pour lequel tu t'engages. OK? Et par la suite, à ta première date, tu vas recevoir un bout agreement, un contrat de combat, en fait, tu vois, où là, on va te donner le nom de l'adversaire, la date, le machin, etc. Mais dans un premier temps, tu signes un contrat général sans nom d'adversaire en cas de multi-fights. Donc, dans les multi-fights, tu as le multi-fight exclusif. Donc, l'exclusif veut dire que tu combats exclusivement pour cette organisation. D'accord? Tu as le multi-fight exclusif dans le pays de l'organisation. Et pour le coup, c'est le cas pour Oumar. Oumar, il a un contrat exclusif en Pologne, c'est-à-dire que lui ne peut pas s'engager avec une autre organisation polonaise, mais dès lors qu'on sort de la Pologne, on est libre de combattre absolument où on veut. Mais quoi qu'il en soit, quand tu t'engages dans un contrat multi-fights, tu dois respecter le nombre de combats qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que si tu signes pour 4 combats, tu ne seras pas libre tant que tu n'as pas fait tes 4 combats. OK? Et ensuite, tu as le multi-fights totalement ouvert, où là, en fait, tu fais ce que tu veux. C'est pump it up. Tu peux combattre où tu veux, quand tu veux, etc. Il n'y a pas de galère. Mais il y a de moins en moins d'organisations qui font ce genre de contrat. Parce que tu sais, une organisation investit évidemment de l'argent sur le combattant quand elle le fait venir, quand elle lui fait sa promotion, quand elle lui fait les highlights de combat, les ralentis, les machins, les trucs. Tu vois, c'est de l'investissement, c'est de l'argent donné de la part de l'organisation. Donc, du coup, de plus en plus, comment dirais-je, ils s'octroient le droit exclusif du combattant, en fait. C'est-à-dire, on investit sur lui, donc du coup, on le garde avec nous, on ne le laisse pas combattre autre part. Ça se fait de plus en plus. Et pourquoi je te pose cette question? Parce que là, récemment aussi, il y a eu des combattants du ONE FC, Jimmy Vienno, Anissa Meksen, et il me semble que c'est pour ces clauses-là qui ne pourront pas combattre à Arès aussi. Ouais, j'en déduis que eux avaient signé pour un multi-fights exclusif. Donc, pour le coup, un multi-fights exclusif au ONE FC. Alors après, je ne sais pas les conditions. Il me semble que les deux n'avaient jamais combattu en MMA au ONE FC. Et peut-être qu'ils ont tenté de jouer sur cette différence, comme quoi le contrat qu'ils avaient signé était un contrat pour du kickboxing, je pense. En fait, j'en déduis moi avec les informations que j'ai, c'est la déduction que je fais, que très certainement, eux se sont dit, j'ai signé un contrat exclusif, mais en kickboxing avec le ONE FC. Donc pour le coup, le MMA est une autre discipline, je peux très certainement m'engager autre part pour du MMA. Je pense que c'est ce qui s'est passé parce que tu me confirmeras, il me semble que Anissa et Jimmy n'ont jamais combattu en MMA au ONE FC, je pense. Je crois pas, hein. Non. Voilà. Non, c'était leur début. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Du coup, je pense que c'est un conflit en ce qui concerne les clauses du contrat. Eux ont pensé qu'ils étaient libres quant au fait que là, ils s'engageaient en MMA. Et très certainement, le ONE FC les a bloqués en disant non, les gars, on vous a signé en ce qui concerne les sports de combat. Donc, interdit de combattre en MMA ailleurs, quoi. Et donc ça, j'ai envie de dire, c'est les devoirs que les combattants, ils ont envers les managers, bonsoir, envers les organisations, pardon.
Quelles sont les conditions concernant les managers? C'est-à-dire, est-ce qu'un combattant il peut partir dans une autre boîte de management où il est obligé de rester? Comment ça se passe aussi au niveau là, des contrats? Est-ce que c'est des contrats qui sont sur des années, sur des mois? Je ne sais pas. Est-ce que demain, un combattant il peut partir dans une autre team? En fait, pour te répondre, je pense que dans le management, les contrats sont tous différents comme ils peuvent l'être pour le MMA, en fait, si tu veux, en tant que promotion. Pendant très longtemps, les managers ont fonctionné sans contrat avec leurs combattants et on s'est rendu compte avec le temps que c'était voué à l'échec parce que du coup, le combattant ne se sentait pas redevable de quoi que ce soit envers son manager et pouvait le quitter à n'importe quel moment. Tu sais, c'était très intéressant la semaine dernière sur un événement en Bulgarie. Avec moi, il y avait le coach de striking de Conor McGregor. Le problème… John Kavanagh? Non, Owen Roddy. Oui, Owen okay. Roddy. Il était en Bulgarie, tu vois. Et pour le coup, il coachait donc mon jeune combattant. T'imagines, là, il me suit sur Insta, je ne le suivais même pas. Donc, du coup, hop, c'est parti. Il coachait donc Nicolas Didoff, qui fait partie de la BTT. Donc, du coup, j'ai passé une semaine avec Owen Roddy, tu vois. Et en fait, si tu veux, il ne faut pas croire que c'est une maladie en France, comme quoi les combattants quittent leur management sans dire un merci, etc. Ça arrive partout, tu vois. Alors après, il y a deux cas de figure. Soit le combattant, et là, ça peut se comprendre, il décide de quitter la boîte parce que clairement, les objectifs ne sont pas remplis ou clairement, le combattant sent qu'il n'y a plus d'évolution, qu'il n'y a pas de perspective de carrière avec le manager. On ne peut pas lui en vouloir, en fait, dans ces conditions-là. Tu vois. On ne peut pas lui en vouloir s'il sent qu'il est un peu bloqué, qu'il ne se passe rien, qu'il n'évolue pas, que ça ne bouge pas. Tu vois. On ne peut pas lui en vouloir. Mais aujourd'hui, les managers protègent leur travail. Comme nous, aujourd'hui, on peut le faire à la BTT. Il ne faut pas penser un seul instant qu'on bloque les combattants. On ne bloque pas les combattants. En fait, on protège notre travail. Tu vois, je peux te prendre l'exemple de n'importe quel combattant, lequel je pourrais te prendre. Regarde, on regarde un peu tout ce qui se passe ici. Tac, tac, tac. Tiens, prenons Brandon Brachet, tiens, que tu connais ici dans l'émission. Brandon Brachet a signé à la BTT à 0-0. D'accord ? Je l'espère, dans un mois, il sera à 3-1. Donc aujourd'hui, on est dans un format où il combat très régulièrement. Tout se passe bien, il est très heureux, tu vois. Donc ce serait problématique pour la BTT s'il pouvait quitter la BTT à n'importe quel moment parce que souvent c'est ce qui arrive, parce que une autre boîte de management débarquerait, lui promettrait de gagner des centaines de milliers d'euros, machin. Tu sais, c'est toujours comme ça, tu vois. Ouais, si tu viens chez nous, on va te mettre là, on va faire ci, on va faire ça. Sauf qu'à la fin, malheureusement, les promesses sont très, très peu souvent respectées, tu vois. Mais nous, aujourd'hui, j'espère que tu le comprends, Kevin, on doit protéger notre travail parce que tu sais, par exemple, un athlète comme Brandon Brachet ou tant d'autres, pendant quelques années, il n'y a pas de retour sur investissement sur ce combattant, c'est-à-dire qu'en fait, le manager travaille gratuitement. Tu vois. Tiens, prenons un exemple que tu connais beaucoup mieux. Alors, prenons l'exemple d'un combattant qui s'appelle Aboubakar Bati. Tu vois. On en a déjà parlé, d'accord ? Non, mais c'est un super exemple. Là, on en parle sérieusement. Tu as vu, on ne tacle pas ou quoi que ce soit. Hein. C'est très sérieux. En fait, si tu veux, quand j'ai commencé avec Boulox, il était à 3-3. Et en fait, notre deal, c'était je vais te donner 4 victoires. Il faut qu'on fasse un 4-0. Tu vois, il faut qu'on le fasse. Le 4-0, on l'a fait. Tu vois. Et donc là, on passe de 3-3 à 7-3. Mais est-ce que tu imagines que le 4-0, je n'ai pas pris un seul euro dessus? Tu comprends? Parce qu'en fait, le deal qu'on avait, c'est je te reconstruis, parce qu'aujourd'hui, ta carrière, elle est un peu en dents de scie. Je te reconstruis, et dès lors que tu seras reconstruit à partir de ce moment-là, je vais te signer dans un endroit qui va commencer à rapporter de l'argent, et du coup, on va faire du business tous les deux. Toi, tu vas gagner ton oseille, moi, je vais gagner sur toi. Enfin, tu vois, on part sur un schéma traditionnel, en fait, tu vois. Et donc, en fait, le combattant vient chez toi, se fait refaire sa carrière, entre guillemets, et en fait, sans raison, te quitte et part chez quelqu'un d'autre. En fait, toi, tu es le dindon de la farce parce qu'en fait, tu as fait le sale travail. Tu as rendu le combattant bankable à nouveau, vendable à nouveau, mais au moment où tu peux rentabiliser avec, eh ben, il décide de partir. Tu vois, c'est quand même très problématique. Tu sais, j'ai eu les mêmes cas de figure avec des combattants comme Amin Ayoub et Morgan Charrière.
Tu vois, je ne veux pas dire de bêtises. Hein. Par exemple, prenons le cas de Morgan Charrière. Je vais pouvoir te le dire assez rapidement. Est-ce que tu sais que quand il a signé à la BTT, si je ne te dis pas de bêtises, il était à 9,5. Tu vois, c'est pas ouf. Tu vois, c'est pas un record incroyable, tu vois. Et puis, à un moment, il s'est retrouvé, tac, 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 à 14,7, champion du Cage Warriors. Est-ce que tu imagines un peu la problématique si à ce moment-là, parce qu'il y a certainement énormément de managers qui ont contacté Morgan Charrière, tu vois, lui, il ne me le dit pas, mais j'imagine que la terre entière l'a contacté. Est-ce que tu imagines la perte financière, déjà, la perte en termes de temps, de travail, de tout ce que tu as fait pour le remettre dans le droit chemin, pour le remettre sur une carrière à nouveau productive et financièrement rentable? Et là, le gars te dit, bon, bah écoute, merci pour tout, je me taille. Imagine, c'est une catastrophe. Prenons un autre exemple, et après je vais arrêter là parce que je suis en train de monopoliser la parole. Je vais te Non, mais prendre c'est l'exemple. intéressant. Non, mais c'est un sujet intéressant en fait, tu vois, parce que je ne veux pas que Ouais. les gens pensent qu'on bloque les combattants. En fait, c'est pas du blocage, on protège notre travail. Prenons l'exemple d'un combattant, je ne sais pas si tu le connais, il s'appelle Amin Ayoub. Ce jeune homme, Amin Ayoub, a signé à la BTT à 5-2. 5-2. Et puis à un moment, il s'est retrouvé à 15-4, champion du Brave. Brave, ouais, incroyable. Voilà. Est-ce que Ah, ouais. tu imagines si le gars te Ouais. dit à ce moment-là, bon, bah, Guillaume, merci pour tout, Ben, là, salam alaikum. en fait, tu viens de nous citer des exemples. Aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que Michael Lebout, dans un podcast, il avait cité que tu étais le meilleur manager pour construire des carrières. Toi, on voit vraiment que tu mises sur ces jeunes talents quand tu les recrutes. J'avais une question, peut-être qui paraît naïve. Excuse-moi, Est-ce que. Oui, vas-y, Guillaume, vas-y. je suis vraiment désolé, garde ta question, garde-la bien en Vas-y, tête. ouais. Je voulais remercier Michael Lebout pour cette remarque, sincèrement, qui m'a beaucoup touché, parce qu'il faut savoir que ça fait toujours plaisir quand le travail, quand la difficulté du travail est mise en lumière. C'est trop peu fait. Et en fait, quand quelqu'un se rend compte réellement de ce qu'on fait, ça fait toujours extrêmement plaisir. Construire des carrières ou reconstruire une carrière dans le cas où c'était un peu en dents de scie, c'est le travail le plus ingrat et le plus dur pour un manager. C'est extrêmement compliqué. Il est beaucoup plus simple de signer dans ton écurie des combattants à 10-0. Tu vois, tu restes bien dans ton trou, bien à l'affût comme ça, tu regardes à droite, à gauche ce qui se fait. Dès que le combattant il est à 10-0, hop, 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 Instagram. Salut mon frérot, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Si tu signes chez moi, dans 6 mois, tu es à l'UFC, qu'est-ce que tu en penses, frérot? Parce qu'évidemment, il y a le frérot qui va avec, tu vois, ça donne un côté un peu sentimental, tu vois. Et tu comprends, en fait, ça, c'est une technique qui est toujours extrêmement facile, en fait, tu vois, de rester en observation et d'attendre que les combattants aient un joli record bien vendable pour commencer à les draguer un petit peu, tu vois. Donc aujourd'hui, nous, à la BTT, c'est aussi pour ça qu'on fait les camps amateurs. On a décidé maintenant de faire monter les combattants nous-mêmes, de construire les carrières nous-mêmes. Et en échange de ça, bah, on veut de la fidélité, tu vois, parce que le travail est bien fait. C'est-à-dire qu'en fait, comme je t'ai dit, on ne peut pas reprocher à un combattant de partir si le travail est mal fait. Si un jour, tu vois, je donne que du casse-pipe à mes combattants qui perdent tous les combats, je ne peux pas reprocher au gars de vouloir partir. Tu vois, on fait que d'enchaîner les défaites, on fait des mauvais combats. Enfin, tu vois ce que je veux te dire. Mais à partir du moment où le contrat de confiance fonctionne et que les résultats euh, sont proportionnels, bah, il n'y a aucune raison de partir. Et dans ce cas, on essaie de protéger notre travail au maximum parce que comme je te l'ai expliqué, avant de rentabiliser avec un combattant, waouh, il se passe beaucoup de temps, énormément de temps. Ok. Ah, c'est intéressant, très très intéressant. Et ma question peut-être paraîtra un peu naïve, je ne sais pas si elle intéressera les auditeurs, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est plus dur de rentrer dans la Bulgarian Top Team ou d'en sortir? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une Tu bonne vois? question, ça. Bah, en Après, je sortir, c'est pose pas pour si toi. compliqué. Ok, ok. Excuse-moi de te couper. Tu sais, il y a 2 mois de ça, il y a un jeune combattant qui m'a exprimé son mal-être à la BTT. Et tu vois, tu as vu, hein, je te le dis en toute franchise, Ouais. on pourrait ne pas en parler, mais je vais t'expliquer. C'est un combattant qui estimait qu'il n'était pas suffisamment mis en lumière par rapport à d'autres, tu vois. Et
je peux comprendre son mal-être, même si moi je ne le partage pas, parce que je pars du principe où la lumière qu'on te donne et le temps qu'on te donne est proportionnel à tes résultats. Ça veut dire que si au lieu d'être à 3-2, par exemple, tu es à 5-0, bah, tu comprends bien que le manager va s'investir plus. Comme un manager va plus s'investir avec Cristiano Ronaldo qu'avec un joueur de Guingamp. Tu comprends? C'est proportionnel au résultat. Donc le fait de sortir de la BTT en soi, c'est pas extrêmement compliqué parce que ça peut nous arriver parfois, tu vois. Mais heureusement, les demandes sont extrêmement rares. Tu sais, aujourd'hui, les combattants qui ont quitté la BTT, je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, tu vois. Voilà, notre travail est bien fait, les gars sont fidèles dans l'ensemble. Et tu sais, encore une fois, c'est un échange, tu vois. Si tu fais bien ton travail et que tu donnes le meilleur de toi-même, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, tu vois. Tout comme le combattant, lui aussi, doit donner le meilleur de lui-même. Parce que parfois, dans certaines relations, on a l'impression que le manager est plus motivé que le combattant, tu vois. On a l'impression qu'il faut pousser le combattant à combattre, etc. Et pareil, ça, c'est pas top, tu vois. Donc, voilà. Et quant au fait de rentrer à la BTT, bah, effectivement, c'est pas facile. Tu sais, aujourd'hui, nous, la seule et unique façon de rentrer à la BTT, finalement, c'est de passer par les camps. Aujourd'hui, c'est la seule et unique façon, tu vois. On contacte pas des combattants qui sont déjà managés ou déjà coachés ou tu vois, qui sont à 5-0 ou à 6-0. Tu vois, aujourd'hui, comme je t'ai expliqué, on veut les construire nous-mêmes. Ça prend du temps, mais ça permet aussi de créer une sacrée relation. Tu vois, regarde, je te prends pour exemple Benoît Saint-Denis, qui je pense est le meilleur exemple pour ça. Quand tu commences avec un combattant à 0-0 jusqu'à l'emmener à l'UFC, je crois que c'est assez indescriptible en fait en termes d'émotion et surtout en termes de relation. Imagine la solidité de la relation avec le combattant. Le mec t'a fait confiance et le résultat de la confiance, c'est un contrat à l'UFC. Tu vois, c'est une histoire qui est magnifique. D'ailleurs, c'est ce que tu recherchais, toi, en faisant ce métier de manager, de construire plutôt que dire, ouais, ben, j'ai des combattants qui sont à l'UFC, qui sont déjà à l'UFC ou qui y seront proches, quoi, en fait, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu comprends que des fois, certains managers essayent de récupérer des combattants? Par exemple, je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, qu'on essaie de prendre des combattants quand ils sont proches, qui sont proches, je dis bien d'être à l'UFC? Est-ce que c'est pratique, ça arrive aussi? Est-ce que tu as reçu des informations récemment? Je vais t'expliquer pourquoi. Bien sûr que ça arrive et c'est quelque chose de très malhonnête. Il n'y a pas plus tard qu'une semaine, il y a une agence française qui a contacté un de mes meilleurs combattants de la BTT en lui disant quitte Guillaume, viens chez nous, on va te mettre bien. On va te mettre bien, tu auras tout ce que tu veux et on t'enquille à l'UFC 3 mois plus tard. Mais t'imagines la stupidité du truc. Le combattant en question, il a un contrat avec une organisation. Donc il n'y a pas d'UFC dans 3 mois. Tu comprends? Déjà, il faut finir le Hmm. premier contrat déjà avant de pouvoir être libéré. Enfin, tu vois, les mecs, ils rentrent dans des promesses qu'ils ne pourront pas tenir. Mais encore une fois, tu sais, ils te tendent le tapis rouge, tu sais, ils te vendent du rêve, etc. Ouais, oui, ça arrive, malheureusement. Ça arrive encore. Ça arrive encore. Ça arrive peu, mais ça arrive encore. Et c'est relou, quoi, tu vois. Et c'est pour ça, le seul moyen finalement de parer ce genre de technique, Hmm. bah, encore une fois, c'est d'être très transparent avec les gens avec qui tu travailles, c'est de créer une vraie relation de confiance, tu vois. Et ça, c'est une valeur qui est quasi indestructible. Quand tu as créé une relation de confiance avec le combattant, qu'il te fait confiance, les yeux fermés, il sait qu'il n'y a pas d'intérêt au fait de le manager, que vraiment tu te donnes à fond et tu fais un vrai travail, bah, à partir de ce moment-là, j'ai envie de te dire, tu n'as même pas besoin de contrat, tu vois. Super. Bon, bah, écoute, on va clôturer ce chapitre. Ben, notamment pour rentrer à la Bulgarian Top Team, faut passer aujourd'hui par les training camps qui va être organisé au Maroc cette année. Il me semble que là, ça y est, t'es à 30 inscriptions amateurs 32 là, 32. En fait, et j'avais il arrêté reste encore 3 mois, je crois. 4 mois. 4 mois, 4. c'est au mois de septembre. C'est une dinguerie. Waouh. Kevin, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ok, Tu ok. sais, je m'étais dit, cette année, on va faire les choses tranquilles. Tu as vu, Hmm. on va s'arrêter à 20 stagiaires. Comme ça, c'est cool. Tu vois, je passe plus de temps avec eux, machin, etc. Sauf que le problème, c'est que j'ai laissé le dossier d'inscription trop longtemps ouvert.
Et aujourd'hui, j'ai encore des mecs qui se sont inscrits il y a un mois qui sont en train de payer, tu vois. Donc, je ne peux pas leur dire, bah non, vous venez pas, tu vois. Et là, aujourd'hui, on est à 32 stagiaires à plus de 4 mois du camp. C'est une dinguerie. C'est incroyable, Kevin. Et je remercie tout le monde. Merci les gars pour l'intérêt, tout ça. C'est exceptionnel. Et quand tu étais en Bulgarie, est-ce qu'il y avait il y avait une possibilité d'avoir plus d'amateurs? Le fait que là, tu as exporté le camp au Maroc? Non? Tu tournais à combien quand tu étais en Bulgarie? À une trentaine encore. Une trentaine. Tu sais, déjà 30 personnes dans une cage, c'est énorme, tu vois. C'est énorme. Ça prend beaucoup de place. Et surtout aussi, mon travail, moi, c'est de regarder chacun d'entre eux. Donc, dépasser les 30, ça commence les à détections devenir sont plus beaucoup. compliquées. Ouais. Tout à fait. Ok. Bon, ben écoute, Guillaume, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on ne prendrait pas une ou deux questions du dernier JDF? Yes. Parce qu'il y en a, Allons-y. il y en a 2-3 commentaires. Voilà, tout à l'heure, j'avais. Attends, je vais dessus moi aussi. Je vais dessus. Allez, super. J'avais énoncé, d'ailleurs, remercier tout le monde pour vos messages. Et voilà, je remercie tous les gens qui mettent des commentaires, qui nous soutiennent, que ce soit sur les réseaux et sur le JDF. Que je te fasse une petite série rapide, mon cher Kevin? Ouais, bien sûr. Sélectionne. Donc je te laisse sélectionner. Je sélectionne pas, on va tous les prendre. Regarde, Guillaume Pelletier, que penses-tu de Bader Hari et de sa carrière? Ah ouais, ça c'est question fanatique. Tu peux citer le nom de la personne, Guillaume, s'il te plaît? C'est Fauzi L. Fauzi L qui nous dit ça. Une légende, tout simplement. Bader Hari, c'est une légende exceptionnelle. Il nous a donné des frissons. Et en fait, nous, on regarde le sport pour ça, pour avoir des émotions. Donc, merci à lui. En revanche, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est le moment d'arrêter. Ainsi, en s'arrêtant au bon moment, tu restes une légende dans le cœur des gens. Sauf que si là, tu enchaînes quelques KO d'affilée, ça peut être compliqué. Donc, ça peut ternir à ton image. Il faut vite arrêter. Mais Bader Hari, exceptionnel. Azamat, c'est bien lui, c'est un lutteur champion de France de lutte du Factoriste, un poids lourd. Même moi, j'étais choqué, mais son combat est annulé, je crois. Non, ils ont trouvé un combattant remplaçant. Je veux m'exprimer sur ce commentaire et sur ce combat après Arès. Et j'expliquerai pourquoi. Je veux juste que vous vous souveniez de ça. Je veux m'exprimer sur ce combat après Arès. OK ? La question posée par... Ouais. La question est posée par le nom. Papi. Ok, bon, au moins tu sais Papi, tu auras la réponse après le Arès. Exactement. Wastade qui nous dit d'accord avec Guillaume sur le choix du Bellator pour Doumbé. Le souci, c'est que tu peux pas t'affirmer comme le meilleur combattant au monde et répéter à longueur de temps que tu tapes toute la KT et te retrouves au Bellator. Alors, mon cher Wastade, ta remarque est excellente. Et ça me fait un peu fermer ma bouche. En fait, moi, j'essayais de faire une démonstration en termes de management et de gestion de carrière, ce qui serait bien pour Doumbé. Par contre, sa remarque, elle est très juste. C'est compliqué en fait, de dire que tu déboîtes tout le monde et à la fin de dire attends, excuse-moi, de dire je vais combattre là où il n'y a pas les meilleurs du monde. Tu vois. D'ailleurs, c'est super sa question parce qu'elle nous fait rebondir sur un sujet que je voulais te parler en plus. Tu as vu la vidéo que Doumbé vient de faire, le coup qu'il vient de faire? Est-ce que tu l'as vu ou pas du tout? Oui. J'ai vu le coup où il fait partie. Il demande des abonnés. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses toi, en tant que manager? Je pense qu'on n'a pas eu encore d'avis de manager sur cette vidéo. C'est un sujet épineux. Je t'explique pourquoi. Je ne connais pas Cédric personnellement, mais je connais quelqu'un de son entourage très proche et je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un que je considère comme étant un ami. Et je ne voudrais pas, ça fait un peu tarlouse, mais je ne voudrais pas dire quelque chose qui pourrait les offenser. Maintenant, je vais quand même essayer de répondre à ta question parce que je te dois aussi ce respect de répondre à ta question. Il y a un truc pas clair derrière ça parce que si tu es en contrat avec l'UFC, il n'y a pas de choisissez où je dois aller parce que tu es en contrat en fait, tout simplement. Donc s'il dit ça, ça veut dire qu'il n'est pas en contrat avec l'UFC, tout simplement. Donc il y a un truc de pas clair. S'il a été signé à l'UFC pour l'UFC Paris et qu'aujourd'hui il demande à ses fans de choisir, c'est qu'il a été cuté en fait, tout simplement. Il a été cut de l'UFC. Voilà, tu as vu. Je préfère être honnête. Tu vois, ma conclusion, c'est ça. Il a été cut. Mais après, est-ce qu'il l'était vraiment? Si on ne le sait pas en fait. Enfin, moi, je
j'avais pas fait mes recherches sur, tu vois. Il n'y a pas eu d'annonce de l'UFC. Ouais, voilà, donc pour moi, je pars dans l'esprit qu'en fait, il n'y était pas. Pour l'instant, il était au MMA GP. Et en plus, là, j'ai trouvé intéressant, on en avait parlé justement dans le dernier JDF. Tu vois, pourquoi aller au Bellator, pourquoi signer à l'UFC. Et là, pour le coup, il a repris un peu tu vois, le même discours. Il a dit, bon, ben, le Bellator, avec ses termes à lui, est khalas, quoi. Et il a dit, l'UFC, ouais, ben, c'est bien, parce qu'en plus, il y a tous les mecs. Bellator. Tu te rappelles la démonstration? Il a parlé du PFL aussi. Oui, oui, oui. D'ailleurs, les gens ont apprécié. Ouais, tu penses? Ok, parce qu'il a parlé du PFL aussi. Et de mettre la lumière sur cette organisation à 3 lettres. Mais je pense qu'il ira au Bellator aussi, je te rejoins, Guillaume. PFL, surtout que le Bellator. c'est aujourd'hui, le Bellator, excuse-moi de t'avoir coupé, ils sont beaucoup plus ancrés français et parisiens, tu vois. C'est la deuxième fois qu'ils organisent, je crois, de mémoire, à Paris. Enfin, tu vois, c'est une vraie belle organisation qui organise à Paris où tu peux prendre du sponsor, etc. Donc, du coup, ça peut khalas, tu vois, comme il dit. Maintenant, le PFL, tu as vu, ils ne sont pas encore venus en France, etc. On ne sait pas vraiment ce que ça vaut. Enfin, moi, ce ne serait pas ma décision de PFL. Je le mettrais au Bellator. Et retiens bien ce que je te dis. Il ira au Bellator. Et je lui conseille sincèrement d'aller au Bellator. Je pense que ce sera une organisation parfaite pour lui, sincèrement. Le Bellator va lui donner tout ce qu'il a envie. La mise en lumière, l'oseille, sincèrement, je pense qu'il y sera très bien. Correction, David Tonatu-Kroll dit Tona-Kroll. Pourquoi correction? C'est bien ce qu'on avait dit, non? Tona-Kroll, c'est ce que j'avais dit, il me semble, non? Je crois, peut-être. Ouais, peut-être que je me suis trompé alors. Il est biculturel, franco-mexicain. Merci pour le superbe podcast. Merci à toi, mon cher et Prodégide Pro Défense. Joël Valade qui nous envoie un magnifique merci. Merci à toi, frérot. Taline94. Ah tiens, c'est intéressant, ça rejoint le commentaire de tout à l'heure. Sauf que Cédric Doumbé lui a dit qu'il fumait tout le monde, Ousmane, Connor, etc., etc. On sait qu'une fois que tu es une superstar à l'UFC, tu es beaucoup mieux payé qu'ailleurs. Des millions. Donc, il n'a aucune excuse. Là, pour le coup, effectivement, ça rejoint le commentaire précédent. C'est intéressant. Faites de la pub, les gars. C'est pas normal que vos audiences soient si basses. Avec ce genre d'émission que vous faites, avec Guillaume Pelletier, il n'a pas de langue de bois. Donc, c'est intéressant. Je préfère largement l'attitude d'un Guillaume Pelletier ou d'un Daniel Warin face à l'attitude tyrannique d'un 3 petits points. C'est très gentil. Merci beaucoup. C'est cool. Ça fait plaisir. Petit problème. Vas-y, Guillaume. Il n'y a personne qui m'appelle sur Skype. Ouais. Il n'y a personne qui m'appelle sur Skype. J'ai reçu un appel sur Skype. C'est pas un combattant du Cage Warrior à tout hasard. Franchement, je ne sais pas. Bref, ce qu'on se disait avec Kevin, c'est quoi? C'est qu'effectivement, nos audiences, on ne fait pas des 50 ou 60 000 comme peuvent le faire certains de nos chers podcasts. Chers confrères, amis, le centre la veine de l'artère, etc. Mais quand même, quand on y pense, si on a 1000 personnes qui nous regardent, tu te rappelles, c'est la remarque qu'on s'est faite. Ouais, très pertinent. 1000 personnes, tu les prends, tu les mets dans une salle, ils sont tous devant toi. Au final, ça fait une belle audience quand même. C'est clair. On remercie les 1000 personnes qui nous suivent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ça fait vraiment plaisir. Donc, on n'est pas inquiet quant au fait que l'émission ne fasse pas plus de vues. Ça le fera, on l'espère. En tout cas, nous, on continue parce qu'on aime le faire, on prend du plaisir à le faire. Et tant que vous êtes là et tant que vous regardez, c'est le principal, les gars. Donc, merci à vous. Ça, c'est intéressant. La quantité, c'est bien. La qualité, c'est mieux. Et quand vous réunirez les deux, alors là, ce sera le top. Force au JDF. Alors, mon cher ami, merci beaucoup. Mais le truc, c'est qu'il dit que la qualité, c'est mieux. Donc, qu'est-ce qu'il reproche? Est-ce que c'est la qualité de micro ou la qualité visuelle? Juste qu'il nous explique sur le prochain JDF ce qu'il entendait par là, parce que c'est toujours intéressant, même les critiques, qu'elles soient négatives, sont intéressantes à prendre, donc il n'y a pas de souci. Merci pour le podcast, on attend le retour de Benoît Saint-Denis avec impatience. Fabrice Couzeau, donc j'espère que tu auras apprécié la petite parenthèse sur Benoît. Il y a plusieurs vidéos d'un précédent PTT Training Camp sur la chaîne de Gong. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Ouais, très très bonne remarque, très pertinente, merci beaucoup. Effectivement, Gong, il a fait un travail sincèrement exceptionnel. Ces vidéos sont géniales, sont de très haute qualité. C'est un artiste, en fait, tout simplement. Il sait ce qu'il fait. Moi, j'ai adoré, sincèrement, le rendu bien sûr. Bulgari, j'ai adoré. Et même, je vais te dire, au-delà,
Franchement, moi, c'est une chaîne YouTube sur le MMA qui m'inspire. Même actuellement, ce qui fait la fine équipe avec Cyril Diabaté, Daniel Warin, enfin, les conférences de presse, là, il était au Bellator. Enfin, moi, je suis vraiment fan et c'est une chaîne YouTube que je connaissais pas dans le passé quand j'ai commencé mon média. Mais aujourd'hui, vraiment, je le mets dans le top de ce qui se fait en France et je m'en inspire même. Arriver à ce niveau-là puis voilà, ça se ressent dans les qualités des vidéos qu'il fait, vraiment. Tout à fait, tout à fait. Johnny Walker est aussi passé par le beatdown, il a même pris la ceinture. Très bonne remarque, je l'avais oublié, Johnny Walker au beatdown avec je savais pas ça. Gaetano Pirello. Ouais, il avait battu Tchèque Koné, je m'en rappelle, j'étais là ce soir-là, je m'en rappelle. Ah ouais. Meksen et Vieno sont bloqués par leur contrat avec le One, ils ne combattront pas. Mais chez Ares, on aime bien annoncer, puis annuler. C'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois, effectivement. Bah ouais, ça c'est dommage. Hein, là. Ouais. Les problèmes contractuels, c'est... Même, tu sais, l'histoire avec Ragnar, au final, aujourd'hui, c'est passé sous les radars. Là, je vois qu'il y a un... Ben, au final, c'est parti aux oubliettes. Ça n'a pas été reconduit. Mais là, il y a un super documentaire qui sort apparemment sur... c'est un journaliste de Brut, enfin bon, qui est en train de mettre en place le documentaire que Ragnar parlait. Et voilà, mais en attendant, c'est dommage parce qu'à la finalité de ce documentaire, c'était le combat, quoi. Donc, tu vois, ben, bon, voilà. Ils n'ont pas de chance. Ils n'ont pas de chance aussi. Voilà. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. En plus de ça, j'ai bien prévu aujourd'hui, il reste encore 8% de batterie. Eh ben, c'est super. On est dans les temps, que ce soit en pourcentage, en temps, minutes, secondes. Quoi dire de plus? Merci à vous qui nous avez écoutés jusqu'au bout. Merci à vous de mettre des commentaires. C'est souvent les mêmes prénoms qui reviennent à chaque fois. Ça fait plaisir vraiment de vous lire et de pouvoir répondre avec Guillaume à tout ça. N'hésitez pas s'il y a des sujets, justement, je voudrais diversifier le podcast, mettre des sujets un peu sur le travail que fait Guillaume, les relations qu'il a avec ses combattants. Enfin voilà, n'hésitez pas à mettre des sujets, vraiment, on est preneur. Ouais, ou même autre chose, Kevin, hein, on traitera de toute l'actualité, tu sais, pas forcément celle de la BTT. Si demain on doit traiter un sujet particulier sur... J'allais dire, on peut parler de foot aussi, Guillaume, il aime beaucoup le foot en Bulgarie, attention, attention, il est incroyable. Ouais, j'aime bien le foot. Mais tu sais quoi, on pourra en parler une fois. Faire la transition qu'il y a un peu entre le foot et... Parle en 2 secondes. Vas-y. En 2 secondes. J'aime à nouveau le foot parce que malheureusement, mon passage à Marseille a failli me casser la passion du foot. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'agent de sécurité, enfin de protection rapprochée pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais leur sécurité là où ils s'entraînent, à l'extérieur, enfin partout en fait. Et le fait de partager la vie quotidienne de grandes stars, ça te casse un peu la passion, tu vois. Et en fait, si tu veux, moi, je les voyais tous les matins, on se faisait la bise après avec les joueurs, tu vois. Tu sais, on se voyait tout le temps, machin, etc. Et en fait, tu ne peux pas être fan. C'est comme toi, par exemple, si tu es fan d'un rappeur et que demain, tu en fais sa sécurité, bah, tu le vois tous les jours. Au bout de 2 semaines, tu l'appelles frérot, etc., etc., tu vois. Donc, ça a failli me casser la passion. Mais le foot est un sport magnifique et toi-même, je t'en parle souvent, Kevin. Pourquoi je prends le foot comme exemple? Comme c'est pour ça qu'on pourra en faire un sujet, ouais. Voilà, ils sont à des années-lumière devant nous. Donc en fait, si tu veux, quand on rencontre des problématiques dans le MMA, il faut juste regarder comment ils gèrent ce problème dans le foot. S'ils le gèrent de cette façon, c'est qu'il y a eu des raisons, c'est qu'ils ont connu ce cas de figure et il faut s'en inspirer. Le foot, ils sont trop en avance, trop en avance. Eh ben, c'est super. Bon, ben, Guillaume, en tout cas, merci d'avoir donné ton temps. Merci à vous, les gars. D'être venu t'exprimer sur le JDF. C'est toujours un plaisir. Bonne soirée et à très bientôt pour la suite. Hein. On aura le prochain titre, on fera le Bellator, tout ça. 2 solutions. Soit on fait un petit JDF avant Ares et Bellator, parce que je crois qu'on n'a pas parlé de la prochaine carte d'Ares, notamment avec les combats. Pas avec les nouveaux combats, mais avec les précédents. Ici, sur le dernier JDF, on avait parlé de la carte. On refera un petit briefing de la carte de l'Ares, de la carte du Bellator. Voilà. Allez. Ah, et maintenant, on va faire un truc bien. Vas-y. On va décider, regarde, on va prendre un événement comme le prochain Ares, et en fait, on va choisir quelques combats, et les gens qui souhaitent doivent commenter le résultat du combat.
Et celui qui a le plus de bons résultats, on lui fait un cadeau. Allez, ça marche. Super. Super, Ça vous fait super. ça? Ouais, Eh c'est ben, beau c'est parti. gosse. C'est beau Allez, gosse. c'est parti. T'as Moi lancé. aussi, je vais jouer du coup. Comme ça. Allez, merci Guillaume. Merci à vous. À très bientôt. Merci les gars, bonne soirée. Ciao, ciao. Merci, ciao, ciao.